Au sommaire de cette édition, la visite de Goodluck Jonathan dans la ville de Baga. Cette ville autrefois tombée sous le contrôle de Boko Haram a été reprise samedi par l'armée nigériane. 10 ans de prison, c'est la peine dont a écopé le chanteur rwandais Kizito Mihigo. Il était accusé de conspiration contre le gouvernement. Enfin, en Russie, un opposant a été tué dans la nuit de vendredi à samedi par balle en plein centre de Moscou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. À quelques jours des élections au Nigeria, le président Goodluck Jonathan s'est rendu dans la ville de Baga, une ville qui a été décimée en janvier, souvenez-vous, par le groupe Boko Haram et reprise samedi par l'armée nigériane. Pendant ce temps, le pays continue d'être secoué par des attentats en série. C'est un Goodluck Jonathan méconnaissable dans une tenue militaire qui est allé rendre visite aux communautés dévastées par les atrocités de Boko Haram à Baga. Le président nigérian est allé constater de visu l'ampleur des dégâts et remonter le moral des troupes déployées dans la région. Avant, nous n'avions pas assez de matériel pour faire face au terrorisme. Mais nous allons dès à présent recevoir un nombre important d'armes qui amélioreront les opérations. Le président Goodluck Jonathan a par ailleurs rassuré ses troupes que la lutte contre Boko Haram pourrait bientôt connaître son épilogue. Le plus important est de s'assurer que nous chassons Boko Haram hors du Nigeria et que nous ne leur permettrons pas d'aller dans aucun autre pays. Ensemble, le Nigeria, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Bénin s'assureront que l'histoire de Boko Haram touchera à sa fin et très vite. Samedi, l'armée nigériane a annoncé avoir repris la ville de Baga après 2 jours de combat en tuant un grand nombre de terroristes. Elle avait ensuite diffusé des dizaines de photos montrant nombre de véhicules, d'armes et de munitions de Boko Haram détruits dans les combats. Le très populaire chanteur rwandais Kizito Mihigo a été condamné vendredi à 10 ans de prison à Kigali. Il a notamment été reconnu coupable de conspiration contre le gouvernement du président Paul Kagame. Les détails dans ce reportage. Kizito Mihigo, arrêté en avril, a été reconnu coupable de conspiration contre le gouvernement, mais aussi de formation d'un groupe criminel et d'entente en vue de commettre un assassinat. Faute de preuves, le juge n'a en revanche pas retenu l'accusation de complicité dans un acte terroriste. Le juge a expliqué n'avoir pas suivi le procureur qui avait requis la perpétuité contre le chanteur, tenant compte du fait que Kizito Mihigo avait plaidé coupable et demandé pardon. Kizito Mihigo, auteur notamment de chants liturgiques, était jugé aux côtés de 3 co-accusés, un journaliste, un soldat démobilisé et une femme accusée d'avoir servi de trésorière au Congrès national rwandais, le RNC. Les 4 accusés étaient jugés depuis novembre dans la capitale rwandaise. On leur reprochait la préparation d'attentats pour venger la mort d'un fondateur du RNC, Patrick Karegeya, ex-chef des renseignements rwandais, retrouvé mort étranglé en Afrique du Sud début 2014. Kizito Mihigo, un rescapé du génocide de 1994 contre les Tutsis, aujourd'hui âgé de 35 ans, avait plus spécifiquement été accusé d'avoir mobilisé des jeunes pour le RNC et les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle hutu rwandais lui aussi en exil et dont des membres sont accusés d'avoir activement participé au génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, essentiellement parmi les Tutsis selon une estimation de l'ONU. Notons que des 4 co-accusés, seul le chanteur, contre l'avis de ses avocats, avait plaidé coupable.
Justice toujours, la Cour pénale internationale a confirmé hier vendredi en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngudjolo-Tchui. Il était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village de la République démocratique du Congo. C'était en 2003, une attaque qui avait fait plus de 200 morts. Mathieu Ngudjolo-Tchui, 44 ans, avait été acquitté en décembre 2012 faute de preuves. Les juges avaient alors estimé que les 3 témoins clés de l'accusation n'étaient pas crédibles et que les preuves rassemblées par l'accusation ne permettaient pas d'établir sa culpabilité. Les juges de la Chambre d'appel ont estimé que leurs collègues de première instance avaient commis quelques erreurs lors du procès en refusant au procureur l'accès à l'ensemble des enregistrements de conversation avec le prévenu au centre de détention. Mais ces décisions n'ont pas eu d'effet substantiel sur le jugement d'acquittement et ne sont donc pas suffisantes pour changer la décision de première instance. La Chambre d'appel estime que les erreurs de la Chambre de première instance n'ont pas eu de conséquences substantielles sur la décision d'acquittement. En conclusion, la Chambre d'appel à la majorité, émettant une opinion différente, confirme la décision d'acquittement et rejette l'appel. Ancien dirigeant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes, une milice congolaise, Mathieu Ngudjolo était accusé d'avoir voulu effacer totalement la population du village de Bogoro dans la région de l'Ituri dans le nord-est de la RDC. Selon l'accusation, des combattants des ethnies Lendu et Ngiti du FNI, avec des hommes de la force de résistance patriotique en Ituri, une autre milice, avaient attaqué le village fin février 2003, tuant plus de 200 civils. Les affrontements interethniques entre milices qui se disputaient les terres de cette région riche en ressources naturelles, dont l'or et le pétrole, avaient débuté en 1999 et ont, selon l'accusation, dévasté la zone. Selon des observateurs, ces violences ont fait plus de 60 000 morts. Au Lesotho, on est aux urnes ce samedi pour des législatives anticipées. Ces élections sont censées redistribuer les cartes après la tentative de coup d'État militaire du mois d'août 2014. Les détails. Une médiation régionale dirigée par le puissant voisin sud-africain a permis l'organisation de ce nouveau scrutin destiné à désigner une nouvelle majorité, l'armée lésothane étant priée de se faire discrète en restant sagement dans les casernes. Dans un climat de tension exacerbé après la mort d'un passant début février dans une fusillade entre des soldats et des gardes du corps du Premier ministre Thomas Thabane, l'armée avait prévu de dresser des barrages routiers dans la capitale Maseru, mais la communauté de développement d'Afrique australe lui a rapidement fait comprendre qu'il n'en était pas question. Les pays voisins du Lesotho ont pris l'engagement d'aider la police locale à assurer la sécurité pendant ces élections en déployant 475 hommes et le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait une affaire personnelle de l'organisation du scrutin. L'Afrique du Sud, grande puissance de la SADC, est particulièrement concernée par la stabilité de son petit voisin qui est complètement enclavé au sein de son territoire. Et si l'économie du Lesotho est très fortement tributaire de l'Afrique du Sud, cette dernière a investi des milliards de dollars dans le royaume pour alimenter en eau la région de Johannesburg. Le Lesotho, dont la vie politique est passablement agitée depuis l'indépendance, avait connu une alternance en 2012, mais le Premier ministre Thomas Thabane avait suspendu le Parlement en juin 2014 pour éviter un vote de défiance alors que sa coalition politique était en train de voler en éclats. Thomas Thabane avait ensuite destitué le chef de l'armée, le général Latali Kamoli. Celui-ci avait riposté en envoyant ses hommes le 30 août 2014 dernier pour investir les postes de police de Maseru, réputé fidèle au chef du gouvernement. Cela a donné lieu à quelques échanges de tirs qui ont fait un mort. Le Premier ministre avait pris la fuite vers l'Afrique du Sud. Au Soudan, le président Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession, accepte de se retirer du pouvoir, mais uniquement par le verdict des urnes. C'était lors d'un rassemblement des militants de son parti dans le cadre de la campagne électorale. Le président soudanais Omar el-Béchir, candidat à sa propre succession à l'élection prévue en avril prochain, a annoncé jeudi qu'il démissionnera s'il est battu lors de ce scrutin, boycotté par les principaux partis de l'opposition. Il l'a fait savoir devant une foule enthousiaste lors d'un meeting de sa campagne électorale. Je me retirerai
mais par le verdict des urnes. Le peuple soudanais détient le pouvoir et choisit qui gouverne et qui les représente par le biais des urnes. Omar El-Béchir, 71 ans, candidat du parti du Congrès national, a critiqué l'attitude de ses adversaires qui boycottent le scrutin. Il a estimé qu'il n'y avait pas de place pour ceux qui cherchent à gouverner par des conspirations ou des complots avec l'étranger en se rendant soit à Addis Abeba, soit à Paris. En effet, plusieurs groupes opposés à son gouvernement, incluant des rebelles et des partis politiques, ont signé des accords dans les capitales éthiopiennes et françaises. Le président Béchir a pris le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État soutenu par des islamistes. Il a ensuite remporté l'élection en 2010, une élection également boycottée par l'opposition et dont les observateurs ont estimé qu'elle ne respectait pas les normes internationales. Le chef du gouvernement libyen a mis en garde vendredi au Caire contre l'expansion du groupe État islamique dans son pays. Une expansion, selon lui, pourrait atteindre l'Europe. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. Leur expansion va continuer s'il n'y a aucune force pour les arrêter et les affronter. Ils vont certainement s'étendre encore plus. Ils ont commencé dans quelques zones et provinces limitées en Irak. Maintenant, ils se propagent dans toutes les provinces irakiennes et très rapidement. Si nous ne les encerclons pas et si nous ne créons pas une force pour les vaincre, ils se répandront non seulement en Libye, mais ils pourraient aller aussi jusqu'en Europe. L'armée et la police libyennes n'ont pas reçu les armes et les munitions nécessaires pour lutter contre la propagation du terrorisme. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi dans les rues de Mexico pour réclamer la vérité sur le sort des 43 étudiants disparus fin septembre 2014. C'était dans l'état de Guerrero, dans le sud du pays. Mexico, ce vendredi. Comme ils en ont pris l'habitude, les parents des 43 étudiants disparus, soutenus par des milliers de personnes, étaient dans les rues pour une fois encore exiger le retour des disparus. Nous sommes venus ici pour exprimer notre solidarité avec les parents des élèves disparus. La disparition a eu lieu il y a 5 mois et nous n'avons rien connu depuis sur le sort des disparus qui étaient comme nous, des étudiants, des jeunes courageux et militants. Pour ces manifestants, justice doit être faite pour les 43 étudiants disparus. Aussi rejette-t-il les conclusions des autorités judiciaires mexicaines pour qui cette affaire est désormais close. L'affaire n'est pas close, car si c'est le cas, ceci signifie qu'il n'y a pas de justice. Il doit y avoir justice pour ces étudiants qui ont disparu. Donc la lutte doit continuer et les recherches doivent se poursuivre. Nous exigeons que justice soit faite et nous sommes fatigués. Nous n'avons pas un président et nous ne reconnaissons pas Peña Nieto comme président. Notons que les autorités judiciaires mexicaines ont annoncé fin janvier que les 43 étudiants disparus à Iguala ont été assassinés puis incinérés et leurs restes jetés dans une rivière. L'enquête menée dans le cadre de l'affaire sur la base des éléments du dossier ne laisserait aucun doute sur cette conclusion. En Russie, l'opposant Boris Nemtsov a été tué par balle en plein centre de Moscou dans la nuit de vendredi à samedi. Selon une porte-parole du ministère russe de l'Intérieur, l'opposant se promenait avec une jeune femme sur le grand pont de pierre juste à côté du Kremlin quand on lui a tiré 4 coups de feu dans le dos causant sa mort. De sources policières, plusieurs personnes ont été témoins de l'assassinat. Il faut dire qu'une dizaine de voitures de police et d'ambulances se trouvent sur les lieux dont les accès ont été bloqués par les policiers. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.